Bonsoir tout le monde. Bienvenue à ce troisième webinaire de notre semaine d'action dans le cadre de la campagne Écrire ça libère 2020, version virtuelle. Je m'appelle Marissa Berry-Mendez, je suis responsable des campagnes chez Amnesty International Canada francophone et je serai votre animatrice pour ce webinaire. Donc, en premier lieu, je vais vous donner un peu de contexte pour ceux et celles qui en connaissent moins. La campagne du marathon d'écriture Écrire ça libère. C'est une campagne de solidarité visant à encourager le plus grand nombre possible de Canadiennes et de Canadiens, mais aussi de citoyens à travers le monde, à envoyer des mots d'encouragement et de soutien aux personnes arbitrairement emprisonnées et aux individus et aux communautés persécutées dans divers pays. Les messages qu'on leur envoie leur donnent la force pour continuer le combat pour la dignité humaine et le respect de leurs droits fondamentaux. Ils font aussi pression sur les autorités en vue d'améliorer les conditions de détention des prisonniers et prisonnières. Et ça marche. Dans le cadre de cette campagne, depuis 2000, ce sont 75% des personnes emprisonnées qui ont été libérées. Et beaucoup d'autres ont obtenu justice ou ont vu des avancées dans leur dossier. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais prendre quelques minutes pour faire un point technique sur notre plateforme Zoom ce soir. Pour que vous sachiez, votre microphone est désactivé pour une meilleure audibilité des intervenants. Vous pouvez converser avec les animatrices et les participants en tout temps via le chat. Et vous pouvez également poser vos questions à tout moment via la boîte questions-réponses. Il y aura une période de questions et réponses à la fin des interventions. Vous pouvez également appuyer le bouton « Lever la main » afin de poser votre question à l'oral. Aujourd'hui, les cas que nous mettons de l'avant et pour lesquels nous vous invitons à écrire sont les cas de Khaled Draheni et de l'Algérie et de Peng Xiaomin de Myanmar. Dans le cas de Peng, c'est moi qui ferai une courte présentation de son cas car son père n'a pas été en mesure de se joindre à nous ce soir. Et donc, tout au long du webinaire, n'hésitez pas à prendre quelques minutes pour écrire vos messages de solidarité à Peng et à Khaled. Les liens vous seront partagés par ma collègue Camille dans le chat. Alors, commençons avec notre conférencier invité, Mouloud Ait Oufirouk, qui va commencer à nous parler du cas de Khaled Draheni. Mouloud est un membre actif de la communauté algérienne vivant au Canada et c'est un activiste du Irak, Montréal. Juste avant que je passe la parole à Mouloud, Camille va démarrer une courte vidéo de solidarité que Amnesty International a produit. Il n'y a pas de sous-titres, les interventions sont dans plusieurs langues, mais je pense que vous allez comprendre la vague de solidarité avec Khaled qui est évoquée. Je demande aux autorités algériennes la libération immédiate et sans condition de mon confrère Khaled Draheni, emprisonné depuis la fin mars. تضامن مع زميلي الصحفي خالد درارني وأطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه. J'étais choqué d'apprendre que mon collègue Khaled Draheni avait été arrêté et juste parce qu'il faisait son travail. Las autoridades le acusan de incitar a una concentración no armada y de atentar contra la integridad del territorio nacional. أدعو لإطلاق الفوري للصحفي الجزائري خالد Draheni. Me quiero sumar al pedido de liberación del periodista argelino Khaled Draheni, que cumplía su tarea como periodista. Parce qu'il n'est pas normal qu'en 2020, un journaliste soit incarcéré pour avoir couvert des manifestations pacifiques dans son pays. Merci Camille. Alors, bienvenue Mouloud et je vous passe la parole. Allez-y. Merci Marissa. Ben,
Le contexte d'abord, le contexte, pourquoi j'ai accepté votre invitation et je vous en remercie beaucoup pour ça. C'est juste pour apporter justement un témoignage sur le personnage, la personnalité, le personnage de Khaled Drarni et aussi regarder aussi le contexte dans lequel il a exercé l'une des fonctions les plus nobles qui soit et pourquoi qu'il a été arrêté. C'est certain que dans cette modeste intervention, je ne m'attarderai pas sur les côtés techniques, juridiques de son affaire, mais plutôt sur sa personne, sur ce qu'il véhicule comme message, ce qu'il véhicule comme symbolique. Parce que son arrestation n'est pas un acte isolé. Son arrestation est quasiment de l'aveu de certains responsables et de l'aveu de tous les gens qui ont suivi cette affaire. C'est une arrestation politique. C'est plus une affaire politique qu'autre chose. Et donc, d'abord, c'est un journaliste très engagé et d'une éthique irréprochable. Khaled Drarni a toujours couvert le Hirak, la révolution pacifique du peuple algérien depuis le début. Et il a choisi son camp. En fait, il a choisi le camp du peuple qui est descendu par millions dans les rues d'Alger, dans les rues de l'Algérie, toute l'Algérie entière. Au début, on les a estimés en millions. C'est juste une révolution sans égale. Jamais vu une révolution pareille dans le monde, avec autant de pacifisme, autant de revendications civilisées et pacifiques. Cette révolution n'a eu aucune victime, aucun affrontement, aucune confrontation physique ou quelle qu'elle soit. Et donc, le peuple a décidé pacifiquement, dans une expérience unique au monde, de revendiquer sa liberté d'expression, ses droits, de la manière la plus civilisée qui soit. Khaled Drarni, parmi quelques journalistes, ont choisi ont vu que ce qui se passe était historique et qui ne reviendrait pas. Et là, ils ont dit non, on doit documenter ça. On doit être aux côtés de ce peuple qui essaye de combattre pour ses droits, ses libertés, et on doit documenter ça, on doit lui donner la parole et on doit couvrir Le contexte aussi dans le pays est que toute la presse, indépendante qu'elle soit ou publique, pour ne pas généraliser, on va dire, les médias, pas les personnes, pas les journalistes, mais les médias en général, tous ont été muselés en Algérie. Et donc, il n'y a pas vraiment une liberté d'expression, on va dire, d'une manière ou d'une autre, d'une façon politique, d'une façon financière, par les commandites, par la presse a été muselée. Elle a été mise au pas et du coup est devenue même un outil de propagande du pouvoir en place. Le peu de journalistes qui ont osé couvrir cette révolution pacifique sont au fait des journalistes indépendants. Donc, ils ont choisi leur liberté d'abord, ils sont devenus indépendants et puis ils ont dit, OK, nous allons suivre le cheminement de ce peuple dans sa revendication de sa liberté. Parmi cette panoplie de journalistes se trouve Khaled Drarni. Depuis le premier jour, il a dit oui, on y va avec ça. Il sortait à chaque fois qu'il y avait des manifestations. Il couvrait ça pour le compte d'abord de son site, de son journal, et aussi il était correspondant, il faut le souligner, de certains organes de presse internationaux. Jusque-là, tout est normal. Jusque-là, il n'y a rien de spécial. C'est un journaliste, comme on peut avoir des envoyés spéciaux partout dans le monde,
tout le monde découvre des événements dans n'importe quel pays. C'est un professionnel, il a sa carte professionnelle et tout. Mais là où ça commence à gêner, c'est que Khaled Drarni, il a de la consistance et de la continuité dans les idées. Il a du principe. Il a du principe et de l'éthique dans ce qu'il fait. Et donc, il est consistant. Il dit que non, il ne prend pas position, ouvertement du moins, il ne prend pas position, mais à chaque fois qu'il y a une manifestation, où qu'elle soit, il la couvre de la manière la plus objective qui soit. Et ça commence à déranger le pouvoir en place en Algérie. Ça commence à dire, mais regarde, on a une chape de plomb sur toute la presse qui existe en Algérie. Très, très peu de journaux en parlent du Hirak. Vous ouvrez la télévision, c'est des fêtes, c'est des matchs de foot, et vous regardez par la fenêtre, il y a des millions de gens qui manifestent. C'est comme on vit une bipolarité incroyable entre les médias officiels en Algérie et la rue. Donc, c'est un double langage, c'est une bipolarité à ne plus finir. Et puis, dans ce contexte-là, il a émergé Khaled Drarni en disant non, moi je dis exactement ce que voit tout le monde, je vais le documenter, je vais le mettre en image et en son, et puis je vais diffuser. Et là, ça dérange énormément. Il a été convoqué et interrogé plus d'une fois dans différents organes de la sécurité au pays, qu'elles soient judiciaires, policières ou même des services de secrets algériens. Et de ses aveux même, c'est lui qui le dit, qu'il a été interrogé et écouté par différents services de sécurité. Il a été aussi approché avec des incitatifs pour essayer d'adoucir un peu sa rectitude, son éthique et tout. Vous savez, ça a un prix pour le pouvoir en place, ça a un prix, un journaliste, mais pas pour Khaled Drarni. Ses principes n'avaient pas de prix. Et donc, il a été incité de toutes sortes d'affaires et tout, et puis il a juste décliné toutes les offres qu'il a eues. Et s'en est arrivé à toutes sortes d'interrogations. On l'emmène au poste, on dit, regarde, on t'a averti une fois, pourquoi tu continues à faire ça et tout. Mais la dernière fois, il a été effectivement interpellé et incarcéré pour avoir couvert une manifestation pacifique. Et le fait est là, l'information est là, mais bizarrement, il n'avait pas le droit d'être là. Voilà. Plus tard, il a été relâché à cause justement que cette arrestation a été grandement médiatisée. Il a été relâché, mais après coup, mettant, je pense, une dizaine de jours plus tard, comme ça, pas plus, il a été reconvoqué par les mêmes services de sécurité qui, cette fois-ci, l'ont accusé. Voilà. Des accusations, bien évidemment, élastiques, qui peuvent aller à n'importe quelle personne. Vous savez, quand on accuse quelqu'un d'incitation à attroupement, vous savez, un journaliste qui incite toute une foule, des milliers et des milliers de gens à attroupement, on a un peu du mal à comprendre ce type d'accusations, mais c'est des accusations qui fonctionnent dans ce type de régime. Vous savez, on peut vous coder toutes sortes et puis incitation à la division du territoire national, imaginez. C'est des accusations qui coûteraient... c'est très, très lourd. Bien sûr, ces accusations ne pourraient être vérifiées sur le terrain, ne pourraient être identifiées clairement. Ce n'est pas des facts, ce n'est pas des faits comme tels. On ne peut pas dire qu'il a incité des foules. Ce n'est pas Gandhi, c'est un journaliste. Il a son éthique, il a son appareil photo.
et puis il travaille, et puis il donne l'information telle qu'elle. Il ne donne même pas son opinion là-dessus, là, imaginez. Et là, bon, c'est clairement une recommandation, ou j'allais dire même un jugement, une sentence qui a été prononcée par le président, le chef d'État lui-même, par le chef d'État lui-même en le qualifiant de collabo. Vous savez, il a prononcé un mot très grave de sens en Algérie en disant khabarji. En algérien, ça signifie quasiment un espion. Là. Vous savez, lui, il était correspondant de TV5 Monde, il était correspondant d'organes de presse à l'international. Puis le président lâche ce mot en pleine télévision, en pleine entrevue. Et moi, ce qui me revient à l'esprit maintenant, c'est le témoignage d'un des Hirakis, justement, qui a été visiter sa mère, qui était chez lui, à côté de sa mère, et puis sa mère regardait à la télévision cette entrevue. Elle a dit « Mon fils a été jugé par le président ». Elle pleurait. Et elle a fondu en larmes en disant « Le président vient de le juger ». Il ne comprenait pas beaucoup, là, mais un président qui, avant même qu'il y ait procès, avant même qu'il y ait accusation, qualifie un journaliste d'espion. Alors, la sentence est dite, en fait. Beaucoup d'observateurs mettent en relief ça et disent qu'il y a un lien direct de cause à effet entre son jugement et cette sentence prononcée par le président il y avait quelques semaines ou quelques mois. Bon. Et donc, c'en est une preuve sans équivoque que le procès est politique. Le procès est politique, le délit est l'opinion. Là, on est en face d'une accusation d'un délit d'opinion. Donc, c'est un détenu sans risque d'erreur, c'est un détenu d'opinion. Il a été détenu parce qu'il a couvert le Hirak, parce qu'il avait couvert une opinion, parce qu'il a mis en relief l'opinion du Hirak, l'opinion du peuple algérien. Maintenant, très vite, les choses se sont accélérées et cette erreur, je dirais, c'est une erreur du pouvoir algérien de l'avoir emprisonné. Cette erreur s'est retournée même contre ce pouvoir-là qui voulait faire taire Khaled Drarani, qui voulait faire de lui même un exemple en disant on va taper sur lui là, et puis ils vont voir que ça coûte cher que d'essayer de parler ou de donner la parole au peuple en Algérie. Ses collègues vont se taire, on va les réduire au silence. Toutes les journalistes qui s'improviseraient en journalistes d'éthique. Bon. L'effet qui a été produit est totalement l'inverse de ça. L'effet qui a été produit est qu'il y a eu une mobilisation sans précédent derrière Khaled Drarani, et à l'intérieur du pays, et par la corporation, par les journalistes eux-mêmes, et à l'international. Et donc maintenant, on va dire qu'au lieu de faire taire la chose, le pouvoir s'est mal pris. En emprisonnant Khaled Drarani, il a libéré la parole avec ça. Donc c'est un effet quasiment inverse qui s'est produit. Bon, maintenant les gens à l'intérieur, il y a la corporation qui s'organise, ses collègues, d'autres journalistes de tous les médias commencent à se mobiliser, commencent à faire des lives, commencent à faire des zooms à l'image de ce que vous faites maintenant, et ils en parlent, ils parlent des meilleurs moyens de se mobiliser autour de la cause de Khaled Drarani. Et il y a des avocats aussi qui se sont organisés, des avocats du Hirak également, parce que dorénavant, Khaled Drarani fait partie, et il a toujours fait partie de ce peuple, de ce Hirak, de ce peuple qui est sorti dans la rue pour revendiquer ses droits. Et donc, le collectif d'avocats qui défend les droits des détenus en Algérie, les droits des Hirakistes, les droits de tous les détenus d'opinion, et maintenant derrière cette cause.
Et puis, toutes les organisations internationales, à l'image de vous, ce que vous faites est extraordinaire, je trouve. Là. Écrire, ça libère, est une action des plus... Ça, là, ça m'a incité à venir et à accepter votre invitation parce que c'est venu me chercher. Depuis quelques mois que je suis cette action et je me suis documenté à propos de cette action que je ne connaissais pas auparavant. Mais je disais, ça, c'est une idée originale. Parce que je ne veux pas qu'on aborde Khaled Drarani, sincèrement, je ne veux pas qu'on l'aborde du côté technique, juridique. Je n'ai même pas les compétences pour le faire. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'homme, l'humain qui est derrière, sa mère qui est derrière. Khaled Drarani, vous savez quoi? C'est tout ce qu'une famille algérienne souhaite avoir comme garçon dans la famille. C'est comme ça que je voudrais éduquer mon enfant, mon fils à moi. Très bonne éducation, très bonne instruction, très bon code d'éthique. C'est tout ce qu'on veut pour demain, pour l'Algérie de demain. C'est tout ce que souhaite chaque famille algérienne. Et j'imagine que ces valeurs-là sont universelles. Ça fait une vingtaine d'années que je suis ici. C'est des valeurs universelles, l'éthique, l'éducation, la déontologie. Ben, c'est ça qui a été réprimandé aujourd'hui dans l'Algérie d'aujourd'hui. C'est ça qui a été mis en prison. Et c'est là que vient l'incompréhension de sa mère, qui a donné toute sa vie pour son éducation, pour faire sortir un homme de cette taille. Et là, on lui dit, non, c'est un crime, sa place est en prison. D'où cette indignation nationale et internationale. On ne peut pas emprisonner des valeurs pareilles. On ne peut pas emprisonner, et là, il est rendu maintenant symbole de toutes les libertés d'opinion, il est rendu symbole de toutes les libertés d'expression, symbole de tout qu'est-ce qu'on connaît du mot éthique et déontologie. Bon, ceci étant dit, maintenant, quoi faire? Parce que ce système, il a le temps, il a l'argent, il a les moyens. Et on joue sur le temps, la prise s'estampe, on commence à oublier Khaled et tout. Mais ce que vous êtes en train de faire, c'est de maintenir cette flamme et d'amplifier cette mobilisation tranquillement, pas vite. Mais écrire, ça libère, on est une action concrète, on est une action sur le terrain. C'est une action que je n'ai pas hésité à partager avec toute ma communauté, tous les gens que je connais, tous mes amis, tous mes collègues de travail. Pourquoi? Parce que vous allez chercher le sentiment, vous allez chercher l'humain, vous allez chercher une écriture, un mot gentil pour dire à Khaled, tu n'es pas seul, on ne t'a pas oublié. Et c'est là le sujet. On ne doit pas l'oublier, on doit s'attacher à ses valeurs. Parce que la prison, vous savez, ce n'est pas physique. La prison n'est pas uniquement une prison physique. Vous pouvez mettre quelqu'un en prison physiquement, ça fait mal, c'est certain que ça fait mal. Il perd tous les droits de mouvement, tous les droits de se promener, tu sais. Mais l'emprisonnement aussi est une atteinte psychologique à la personne. Le fait que vous ayez préconisé, que vous allez écrire, que tout le monde, moi là, je profite de votre live, c'est pour ça aussi que je suis venu ici, pour lancer des appels. Je profite de ce live, de cette invitation, pour inviter tous mes amis à lui écrire un mot à Khaled. C'est très, très important de lui écrire un petit mot pour lui dire « On t'aime bien, on t'a toujours écouté, on aime tes valeurs, tu as une bonne éducation, lâche pas. N'aie pas peur. On est avec toi, tu n'es pas seul. Tu es en 4 murs, mais tu as plein d'amis aujourd'hui. J'ai écrit, si vous permettez, je ne vais pas faire long, j'ai écrit quelque chose qui m'est venu comme ça très, très vite à Khaled. Moi, j'aimerais le partager avec ceux qui nous écoutent ici aujourd'hui, parce que comme je vous ai dit, je ne suis pas là venu ici pour vous décrire la loi algérienne et où est-ce que le juge a failli ou pour vous insulter un responsable ou insulter un juge. Tout ça, les constats sont très, très bien connus par le peuple algérien. Point à la ligne.
Si le peuple algérien est descendu dans la rue par des millions, et je n'exagère pas le chiffre, c'est parce qu'il y a quelque chose qui l'a fait parler. Il y a quelque chose qui veut changer ce peuple algérien. Si on maintient ce statu quo et qu'on continue à mettre des gens, des valeurs, des symboles comme ça en prison, il y aura à questionner certains. Donc, je lui disais juste à Khaled pour lui dire, je lui écrivis des mots très, très simples, en fait. Aujourd'hui, j'ai décidé de t'écrire ces quelques mots simples afin de te dire que je ne t'ai pas oublié et que je ne t'oublierai pas. Non, tu ne me connais pas, moi je ne te connais pas, moi je te connais. Tous les Algériens te connaissent maintenant. Tu es connu à travers le monde. Tu es devenu malgré toi un symbole pour tous ceux qui sont assoiffés de liberté et de dignité. En exerçant ton métier de journaliste avec professionnalisme, tu ne soupçonnais certainement pas que tu deviendrais un symbole de tous les détenus d'opinion en Algérie, celui de la lutte pour la liberté d'expression et enfin un des symboles du peuple algérien qui lutte pour ses libertés. De ta cellule 22244 où tu croupis, tu rayonnes sur le monde entier. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, ton emprisonnement est symbole de liberté. Ta détention t'a fait voyager partout, dans tous les pays du monde. Ton nom est prononcé dans toutes les langues. Tu as des amis partout dans le monde. Ceux qui ont prononcé ta sentence mourront anonymes et iront à la poubelle de l'histoire. Tu en sortiras grandi et vainqueur, car le peuple algérien a déjà décrété que tu es un homme libre. Voilà. Donc, c'est juste ça. Maintenant, à sa mère, j'aimerais dire que, regarde, oui, c'est vrai que ça fait mal que ton fils soit en prison. Ça fait très, très mal. Moi, mon frère, il a été en prison en 1988, lors du soulèvement de 88. Et j'avais, à cette époque, c'est moi qui courais dans tous les sens, qui était chargé par mon père pour courir, pour le retrouver. À l'époque, c'était un grand soulèvement à cette époque-là, le 5 octobre 1988. En fait, le peuple algérien s'est soulevé de façon cyclique. 80, 88, 90. De façon cyclique, le peuple algérien essaye de se démêler, de se libérer. Et en 88, mon frère a été emprisonné à la suite de ces événements-là de 88. Et je dis à sa mère que je comprends parfaitement ce que ressent cette maman. Honnêtement, parce que j'ai vu ma mère affolée, j'ai vu ma mère ressentir les mêmes sentiments. J'ai vu mon père me presser, me dire, vas-y, regarde dans tel commissariat de police, regarde dans telle caserne, vas-y voir, est-ce que tu connais un avocat, est-ce que tu connais un ami, juste pour retrouver la trace de mon frère, où est-ce qu'il était là. Yeah. Parce que ce n'est pas évident de trouver à cette époque-là quelqu'un qui était enlevé. C'est des enlèvements qui se passaient. Il n'y avait pas d'arrestation comme telle, avec, vous savez, avec tous les papiers que ça prend de chez le juge et tout. On enlève, après on décide de te coller une accusation. Bon, c'est des faits qui sont aussi valables et valides aujourd'hui. On a enlevé Khaled et on enlève beaucoup d'autres détenus. On parlait tout à l'heure de la symbolique de Khaled Drarni, parce que je ne veux pas non seulement parler. Attendez, je termine d'abord avec sa mère. Là. Sa mère, j'aimerais lui dire, sois fier de ton enfant, s'il te plaît. Parce que nous, on est fiers de lui. Khaled Drarni n'a rien fait, il a fait son métier et il véhicule toutes les valeurs qu'on aime. Voilà. Moi, j'aimerais que mon fils ressemble à Khaled Drarni. Voilà. Mais c'est ça. Lui,
il ne véhicule pas juste son message à lui, il est devenu symbole d'une liste très longue de détenus d'opinion en Algérie et détenus de juste un étendard, des gens qui ont pris juste l'étendard berbère, ils sont en prison, des gens qui ont fait un post sur Facebook, ils sont en prison, des gens qui sont des jeunes, pour la plupart, c'est des jeunes. Au fait, l'emprisonnement systématique de tous ceux qui s'expriment publiquement sur la place publique relève d'une volonté politique de museler la place publique, de véhiculer un seul message que le peuple algérien est content, qu'il n'a pas de problème, qu'il est tout content, tout beau. Voilà. Et donc, tous ceux qui vont dire le contraire, c'est une liste interminable. C'est une liste que je trouve quand même assez longue, celle des détenus. Elle ne tient pas dans 2 pages. C'est dommage qu'il y ait autant de détenus d'opinion, autant de détenus de la liberté d'expression qui ont au fait aucun délit tangible à l'égard de la loi. Juste des posts Facebook. Lui, il symbolise tout ça. On parle de Khaled Darani pour parler de tous ces gens-là. On ne parle pas de Khaled Darani parce que c'est un privilégié, parce que c'est un copain, c'est un ami. Je ne le connais pas. Mais je parle de lui parce que vous offrez cette tribune, vous offrez cette occasion en l'évoquant pour évoquer tous les détenus d'opinion en Algérie, pour évoquer tous ceux qui ont tous les sans-voix. Et dans certains cas, malheureusement, profitant de la pandémie actuelle qui existe au pays, qui est bien évidemment bien réelle, malheureusement, le système a intensifié la répression, a intensifié les moyens de répression de la liberté d'expression en Algérie. Et on se retrouve aujourd'hui sous une chape de plomb en Algérie. La parole n'est pas libérée. Malheureusement, on ne peut pas dire ce qu'on pense. Et puis, pire encore, on use de moyens d'État, de deniers publics, de moyens d'État pour fermer l'Internet sur tout le monde. Ils ferment des sites Internet, des journaux, des radios qui diffusent sur Internet sont quasiment fermés et bloqués sur Internet. Fait que mettre un pays, tout un peuple en isolement pendant 7 jours comme ça, arbitrairement, c'est une décision politique. Et puis, après dénonciation internationale, bien évidemment, on relâche ça. Et puis, on ne reconnaît pas qu'il y a eu blocage, bien évidemment. On se dit, c'est une erreur technique, mais les choses sont ce qu'elles sont. Vous savez, pour un examen de baccalauréat, on plonge le pays dans le blackout Internet pour 5-6 jours, vous savez. Et donc, tout cet environnement dans lequel il a évolué, Khaled Darani, tout cet environnement qui a entouré son arrestation, son procès expéditif qui a juste relaté la sentence du président et maintenant son emprisonnement ne font que amplifier la mobilisation nationale et internationale autour de cette cause. Moi, je dis à mes amis, encore une fois, je répète, s'il vous plaît, suivez les liens d'Amnesty International, écrivez-lui, écrivez à Khaled Darani, écrivez-lui un mot, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Vous pouvez écrire plus d'1 fois sur le site GIT, c'est très facile. Ça vous prend juste 5 minutes. 5 minutes à écrire quelque chose. Un mot gentil, une phrase gentille, soyez sûr qu'il va la lire. Ça va lui arriver. Ça va parvenir jusqu'à la prison, jusqu'à dans sa cellule, dans cet isolement psychologique qu'il est en train de subir. Un mot, une phrase de vous pour lui dire, regarde, on a toujours ton nom dans la tête, là. Ça va lui faire plaisir. Il va les lire toutes vos phrases, il va les garder, il va les sauvegarder chez lui. Ils vont rester dans l'histoire de Khaled Darani, dans l'histoire du Hirak algérien. Le peuple algérien ne doit pas oublier les gens qui se sont tenus debout avec lui. C'est un devoir national que d'écrire à Khaled Darani.
et de décrire à tous les détenus. Tous les détenus. Si nous connaissons un détenu, écrivez-lui. Il faut savoir que dans l'isolement, c'est très, très important de recevoir un bonjour de quelqu'un. Je sais que certains me diront, ouais, mais on n'est pas sûr que ça arrivera. Ça va arriver. Ça va arriver. Il y a des moyens. Amnesty International a les moyens de faire parvenir tous vos écrits à Khaled Drarani. Juste allez dans le lien qu'il y a dans le site, écrivez-lui un mot et soutenez cette action. Elle est bien importante. Je n'ai pas toutes les actions qui mènent vers la libération des détenus d'opinion sont bonnes. Je ne dis pas que l'action d'Amnesty International, c'est l'action elle-même, c'est une des actions. Il y en a d'autres, mais toutes les actions sont à encourager. Certains me diront, je vais anticiper sur ça parce que peut-être que ça viendra. Certains me diront, mais regarde, tous ceux qui s'expriment avec ces organisations internationales et tout, c'est des khabarji finalement. Toi-même, tu es un khabarji. Hein, je m'exprime avec Amnesty International et tout, je parle des affaires intérieures du pays. Au fait, ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est que je suis en train de prendre la parole parce qu'on a enlevé la parole à un homme, à un être humain, dans la planète, quelque part, dans un endroit qui s'appelle l'Algérie. Ça pourrait être au Chili, ça pourrait être au Nicaragua, aux États-Unis, ici au Canada. Ça pourrait être partout. Partout là où il y a une injustice, si on peut le dire, si on peut le désigner, si on peut nommer cette injustice, il faut le faire. C'est un devoir. On peut se cacher, on peut faire semblant de ne pas avoir vu, mais si on veut changer les choses, on doit se mettre ensemble. On doit dire les choses. On doit les prononcer, mettre des mots là-dessus, et on doit soutenir les gens à qui on a enlevé leurs droits. Khaled en fait partie. Toute cette liste de détenus que j'ai montrée en font partie. Moi, je dis qu'est-ce que je sais, je dis qu'est-ce que je dois dire. Maintenant, j'espère, je souhaite que mes amis qui m'écoutent fassent eux-mêmes, puissent écrire. Je sais que ça fait peur, je sais que c'est dur parfois, on se projette, on comprend le contexte, mais un célèbre écrivain algérien disait dire c'est mourir, se taire c'est mourir, autant dire et mourir. Tahar Jaoud, pour ne pas le citer, et moi je pense qu'il faut dire les choses. Voilà, c'est mon opinion. J'espère que ce petit témoignage, aussi petit soit-il, j'espère qu'il apporterait un petit peu de réconfort à sa mère, parce que je pense plutôt à elle, à tous ses amis qui le soutiennent. Je dis, je vous tire chapeau. Nous sommes dans un confort, nous sommes dans une liberté d'expression ici. Nous jouissons quand même d'une liberté, d'une certaine assurance, d'un certain réconfort, mais d'autres gens qui soutiennent Khaled Drarani à l'intérieur du pays, sous cette charte de plan, avec toutes les conditions qu'on connaît, moi, j'ai de l'admiration pour eux. J'ai beaucoup de respect pour ces gens-là et j'ai beaucoup de respect pour tous ceux qui luttent pour les libertés partout dans le monde, dans toutes les langues, dans toutes les religions. Voilà ce que j'ai à dire pour l'instant. Merci beaucoup, Mouloud, pour cette intervention instructive, enrichissante et aussi très touchante. Je vois des commentaires d'encouragement et de remerciements ici sur le Zoom. Et Camille, je pense aussi la participation par Facebook est quand même très active aussi. Je ne sais pas, Camille, si tu peux commenter. Oui, on voit que vous avez bien mobilisé la communauté algérienne sur Facebook et que le message d'Amnesty est passé parce que ça se mobilise en direct sur Facebook. Il y a des commentaires d'encouragement et aussi de dénonciation du pouvoir abusif par rapport au cas de Khaled et à d'autres cas qui sont emprisonnés injustement.
En fait, ce n'est pas, je m'excuse si je vous interromps, Camille, mais en fait, j'ai rien fait. C'est la cause de Khaled qui a tout fait. C'est une cause juste, vous savez. Le peuple algérien n'est pas dupe. C'est un peuple, on l'appelait à cette époque, ce pays-là, ce peuple-là, en se libérant du colonialisme, a pu libérer la moitié de la planète, vous savez. Et c'est un peuple qui a toujours défendu la justice partout dans le monde, où qu'elle soit, qui a toujours défendu les libertés de toutes les nations du monde. Et donc, ils l'ont dans leur gène, ils l'ont dans leur ADN, la liberté, le peuple algérien. Ils l'ont dans leur nom, leurs origines. C'est des hommes libres. Et donc, la liberté, ce n'est pas juste un mot pour ce peuple. Donc, j'ai rien fait. Vous savez, c'est Khaled qui a tout fait. C'est sa cause à lui. C'est une cause juste. C'est elle qui parle pour lui. Moi. Merci, merci pour ça, Mouloud. J'invite les gens qui sont ici, que ce soit par Zoom ou par Facebook, à poser les questions dans la question-réponse. Si vous avez des questions pour Mouloud concernant le cas de Khaled. Comme j'ai mentionné plus tôt lors de cet événement, je vais terminer l'événement en donnant une mise à jour par rapport au cas de Peng. Malheureusement, on n'a pas pu avoir la participation d'un proche de Peng et donc on passe la majorité du temps sur le cas de Khaled, mais je vais quand même en dire un mot. Mais avant de passer au prochain cas, je vous invite toujours à poser vos questions si vous en avez. Peut-être je peux profiter, à moins que Camille, tu me diras s'il y a des questions sur Facebook. OK, je vais profiter pour poser une question que j'ai pris en note ici. Sachant que la situation en Algérie est toujours tendue, est-ce que vous pensez que le cas de Khaled, qui est assez connu, puisse aider à faire libérer d'autres prisonniers? Absolument. Absolument, parce que, vous savez, la réponse est absolument. Moi, j'y crois fermement, sinon, je n'aurais pas participé à cet événement, je n'aurais pas écrit à Khaled. J'utilise Khaled, je m'excuse de ce mot brut et brutal. J'utilise Khaled, mais c'est vraiment innocent. Il comprendra, sa mère comprendra que Khaled est un symbole, c'est comme ça qu'on l'a dit au début. Mais on utilise ce mot qui est devenu un symbole pour parler de tous ceux qui ont été détenus pour leurs opinions en Algérie, de tous les temps. Tous ceux qui ont été détenus pour leurs opinions politiques, pour leurs opinions culturelles, pour leurs opinions. Et lui, maintenant, il a tout ramassé cette énergie, il l'a synthétisée et elle s'appelle maintenant Khaled Drarni. C'est un symbole de cette Algérie qui veut se libérer, qui veut libérer la parole, qui veut donner la parole à ces jeunes, comme ils le sentent, dans différentes langues, dans les différentes tendances, et que le pouvoir établi en place ne comprend, donc le pouvoir ne comprend pas la mécanique. Il est en déphasage avec ce peuple, un peuple qui a rajeuni d'une façon extraordinaire et très très vite, et à l'opposé d'un pouvoir qui a vieilli d'une façon extraordinaire. Et donc, on est dans deux lignes diamétralement opposées, dans deux logiques diamétralement opposées. Mais c'est ça. Est-ce que Khaled peut libérer les autres? Oui, je dirais. Khaled a d'abord dévoilé, nous a appris que oui, en Algérie, il y a des abus, il y a des détenus d'opinion, il y a des détenus des droits de l'homme. Et maintenant, regardez qu'est-ce qu'on est en train de voir. Les Nations Unies condamnent, l'Union européenne condamne, RSF condamne, vous condamnez, et donc vous ne faites qu'amplifier ce message pour dénoncer cette chape de plomb qui tombe sur le peuple algérien. On essaie de l'isoler pour le taper, mais ça,
en 2020, vous faites ça, ça ne marche pas, ça ne marche juste pas. En 2020, on est rendu un village planétaire. On ne peut pas isoler une population pour lui taper dessus et dire, ah ben là, le peuple est content, là. Ils sont tous contents. Vous savez, mais je le dis comme ça, dans ces mots simples, je m'excuse si mon raisonnement est terre-terre, mais je le vois, je le vis, qu'aujourd'hui, on ne peut pas isoler le peuple algérien. Avec tout le blocage et le blackout médiatique qui se passe en Algérie, ben, on assiste aujourd'hui à tous les week-ends à une foule de live, tout le monde s'exprime, les langues se sont libérées, tout le monde s'exprime sur les questions. Il n'y a jamais eu autant de débats, autant d'apports, d'analyses que depuis que je regardais le journal télévisé, depuis que j'ai regardé des journaux télévisés à la télévision, toutes sortes de télévisions, en Algérie, bien sûr. J'en ai appris énormément ces derniers temps. Les gens apprennent énormément. Je rencontre beaucoup de gens dans le Hirak, les week-ends et tout. On discute, on échange, on apprend énormément de choses. Et puis, la photo, pour revenir à Khaled Drarani, la photo de Khaled Drarani n'a jamais quitté les rassemblements que la communauté algérienne au Canada fait à tous les samedis devant le consulat d'Algérie ici et à tous les dimanches également à la place du Canada parce que on en fait et le samedi et le dimanche et j'en suis vraiment fier de cette mobilisation sans égale à l'égard du Hirak en Algérie, à l'égard de ces symboles. Tous ces détenus, tous ces gens-là qui sont détenus en Algérie, nous en avons des portraits de ces personnes-là qu'on arbore fièrement à tous les samedis, à tous les dimanches. On leur donne des fleurs, on leur donne toutes sortes d'affaires, on leur donne des baisers, on se photographie fièrement avec et tout. Ils sont tous sur les réseaux sociaux. Tout le monde les connaît. Au fait, nos détenus sont des héros. Ils deviennent très, très vite des héros. Et ça répond un peu en fait à la prochaine question. Nous avons Farida qui dit que peut être fait concrètement pour libérer Khaled et tous les détenus d'opinion en Algérie. Est-ce que vous pouvez faire des pressions contre le gouvernement? Juste avant que Mouloud réponde à cette question, je dirais que la section d'Amnesty International en Algérie est vraiment mobilisée sur ce cas. Donc, ça, c'est une piste d'action. Nous, ici, à la section Canada francophone, on répond aux demandes d'action qui parviennent de cette section-là en Algérie. Donc, on va passer à l'action, on va mobiliser nos militants et militantes quand la section algérienne trouve que c'est stratégique de le faire. Mais ça, c'est de notre côté. Mouloud, je suis certaine que vous avez des choses à ajouter. Absolument. Mais ouais, moi, je dis merci à Farida. Merci beaucoup d'être d'abord dans ce live. Merci pour votre soutien. Parce que je ne suis pas très habitué. Il y a beaucoup de gens qui viennent pour me soutenir. Merci beaucoup. Merci énormément. J'en suis très reconnaissant. Et plutôt, pour Khaled aussi, c'est une bonne cause. On ne vient pas pour moi, mais pour Khaled. On vient pour Khaled parce que c'est vraiment la cause de tous les détenus. Oui, pour répondre à Farida, notre sœur, pour lui dire qu'il y a possibilité, il y a des moyens de pression qu'on peut exercer à partir d'ici. Je salue une initiative qui était déjà en place depuis quelques mois pour soutenir, c'est un comité de soutien aux détenus d'opinion en Algérie qui opère ici à Montréal. Ils font un travail colossal, un travail extraordinaire. J'ai beaucoup de respect pour ces gens-là. Ils se mobilisent à tous les jeudis à côté du siège d'Amnesty International. Et aussi, ils ont toutes sortes un site Internet aussi pour faire connaître les dernières nouvelles des détenus et qu'est-ce qui se passe et tout. Mais il y a aussi des initiatives personnelles, de personnalités, de gens, d'avocats que je salue, ils se reconnaîtront,
qui sont en train de dénoncer ces dépassements et ces abus à l'intérieur du pays. Au fait, le fait de maintenir le Hirak, le fait de sortir ici au Canada le samedi, le dimanche, de brander les portraits de ces détenus, ça permet à cette société d'accueil, aux Québécoises et aux Québécois qui viennent, qui passent et qui nous regardent dans la rue, ça leur permet de se familiariser avec nous, ça leur permet de connaître qu'est-ce qui se passe dans ce pays. Et en même temps, ça dérange énormément les officiels algériens, le pouvoir algérien, que de porter la voix de ce peuple à l'extérieur du pays. C'en est une preuve de plus que le Hirak doit se maintenir, que le Hirak, les sorties, les manifestations, que ce soit à la place du Canada, que ce soit en face du consulat, sont très, très importantes. Il faut les maintenir. Il faut sortir de plus en plus parce que ça dérange. Parce que c'est un porte-voix pour ces gens qui n'ont pas de voix. Le Hirak en Algérie s'est arrêté, bien sûr par une résolution du Hirak lui-même qui a dit à cause de la conjoncture sanitaire, on ne veut pas mettre les gens en danger et tout. Ici, nous avons les moyens. Nous avons les moyens, nous avons toutes les consignes de distanciation, nous avons les moyens de protection individuelle et tout, et nous pouvons sortir en respectant toutes les consignes du gouvernement du Québec. Nous sommes capables de le faire, nous sommes en train de le faire, nous sommes bien protégés par les services de sécurité et il n'est arrivé absolument rien du tout. Je profite pour faire un appel à toutes les familles des Algériennes et des Algériens, à nos amis québécois, à nos amis canadiens qui se joignent à nous. C'est un moment de fête. Les 2 heures qu'on passe en face du consulat d'Algérie, c'est un moment de fête. On fête la liberté, on fête la démocratie, on fête la fierté de ce peuple. Venez partager avec nous cette fierté. Venez connaître cette communauté, venez connaître ce monde qui sont très, très pacifique. C'est du monde qui est plein d'amour. C'est un monde qui a un cœur très, très grand. Il a le cœur dans la main. Et là, il veut juste partager avec vous sa soif de liberté. Parce que ici, nous sommes venus, ici, nous avons goûté à la liberté. Nous connaissons maintenant d'une manière très tangible, pas d'une manière théorique, qu'est-ce que c'est que la liberté. Nous souhaitons, honnêtement, nous souhaitons à tout le peuple algérien de respirer la liberté. Respirer la liberté, c'est toute la cause pour laquelle nos parents, nos grands-pères, nos grands-mamans sont morts durant la guerre de révolution en Algérie. Nous avons accédé à la libération du territoire, du pays. Nous cherchons maintenant la liberté du peuple pour emprunter une expression d'un très grand politicien algérien, Hussein Ait Ahmed, rahimallah, pour ne pas le nommer. Merci, Mouloud. Merci énormément. Et sur ces paroles inspirantes et cet appel à l'action et à la mobilisation, je vous remercie énormément pour le partage, pour votre intervention, les réflexions et aussi de nous avoir rapprochés de Khaled, de sa famille, puis de tout le mouvement Irak et les mouvements sociaux de la société civile en Algérie. Donc, merci beaucoup et je vois qu'il y a encore des encouragements de la part des participants et participantes à ce webinaire. Je vais maintenant prendre au moins une dizaine de minutes pour aborder l'autre cas qu'on aborde ce soir, le cas de Peng Phyo Minh. On va commencer avec une courte vidéo qui expose un peu le cas de Peng. Donc, merci Camille.
Merci Camille. Donc, comme vous avez vu dans la vidéo, Peng est une étudiante de 22 ans qui fait partie d'une troupe de Tangyat, qui est une version traditionnelle de poésie slam. Son groupe s'appelle Peacock Generation. C'est quelqu'un qui milite depuis de nombreuses années. Il s'impliquait beaucoup dans une association étudiante à l'université et il a d'ailleurs pratiqué de la musique, une musique engagée pendant 5 ou 6 ans avant d'être arrêté l'an passé. Comme vous avez vu, en avril et mai 2019, Peng et d'autres membres de Peacock Generation ont été arrêtés après avoir donné une représentation de Tangyat. Ils étaient vêtus d'uniformes de soldats, donc ils se sont moqués de l'armée. C'était une présentation satirique. Ils ont affirmé que l'armée ne supportait pas les critiques, qu'elle s'accrochait désespérément au pouvoir et qu'elle ruinait le pays pendant que ses généraux faisaient fortune. C'est ça le critique qui a été présenté. Ils ont été arrêtés. Ils ont été condamnés à 6 ans en prison pour provocation et pour diffamation en ligne le 17 février de 2020 parce qu'ils ont diffusé leur représentation sur les réseaux sociaux. En fait, en février, ils ont été condamnés à 6 mois de prison et par la suite, au mois de mai, ils ont été condamnés à 6 ans de prison. Malgré qu'on n'a pas pu avoir un des proches de Peng avec nous ce soir, ce qui est dommage, on a pu s'entretenir, au moins Amnesty International a pu s'entretenir avec son père et il nous a donné un peu une mise à jour sur la situation actuelle de Peng en prison. Son père s'inquiète pour sa santé, évidemment, ses conditions de détention et son éducation, parce que, rappelons-nous, Peng était étudiant au moment de son arrestation. Il a droit à recevoir très peu de visites. En général, il est limité à 1 personne toutes les 2 semaines, donc son père et sa mère allaient le visiter à tour de rôle. Pourtant, avec la situation de la COVID-19 qui s'est dégradée dans les derniers mois, les visites sont interdites depuis la mi-octobre. Donc, en fait, la dernière fois que son père lui a vu, c'était à la mi-août. À l'égard de la qualité de sa santé en prison, Peng dit à son père que comme les prisonniers sont maintenus éloignés des visiteurs, il n'est pas inquiet d'attraper la COVID. Mais son père encourage son fils à se maintenir en santé, à faire de l'exercice et à prendre des vitamines pour renforcer son système immunitaire. Quant à son éducation, Peng est heureux qu'il a pu faire quelques-uns de ses examens de 3e année en prison. Au milieu de sa période d'examen, les universités au Myanmar ont été fermées à cause de la pandémie de la COVID-19. Elles n'ont pas encore réouvert leurs portes, donc Peng n'a pas perdu trop de temps, en fait. Mais son père lui envoie des livres en prison. Il y a une limite maximum de 3 livres par mois. Et son père lui encourage à dessiner, à faire du sport et à rester actif pour lutter contre l'ennui. Par rapport à sa libération éventuelle, le père de Peng a dit à Amnesty International qu'il a un souhait. Il espère que Peng va pouvoir bénéficier d'une amnistie présidentielle et être libéré avant les 6 ans auxquels il a été condamné. En fait, c'était le cas en 2016 parce que Peng et d'autres ont été emprisonnés déjà durant quelques mois en 2016 parce qu'ils avaient protesté en 2015 contre la réforme de l'éducation et la réforme constitutionnelle.
À l'époque, les poursuites judiciaires suivaient leur cours quand ils bénéficiaient d'une amnistie et ils ont été libérés en avril de 2016 à l'arrivée d'une nouvelle équipe gouvernementale au pouvoir. Donc, son père a un espoir que cela va se reproduire dans le futur proche. Ce sont les informations, les nouvelles qu'on a pu prendre du père de Peng. Donc, je ne sais pas si j'ai beaucoup plus d'informations à vous partager, mais si jamais vous avez des questions auxquelles on peut donner suite ou si vous avez des commentaires que vous aimeriez partager avant la clôture de l'événement ce soir, je vous invite à les partager maintenant. Et je vous invite évidemment encore une fois à passer à l'action, à écrire des mots de solidarité à Khaled, à Peng et aux autres personnes qui sont mises de l'avant dans le contexte de notre campagne 2020, Écrire ça libère. Et bien sûr aussi de vous abonner à nos infolettes, nos nouvelles, afin de vous mobiliser, de passer à l'action sur des enjeux de droits humains, que ce soit ici au Canada ou à l'étranger. Merci. Merci de l'avoir rappelé, Marisa. Et en raison, excuse-moi de vous interrompre, hein, parce que j'allais le rappeler justement à tous nos amis, partager et écrire ça libère, là, parce que j'étais surpris d'apprendre qu'en 2019, il y a eu plus de 6,5 millions de lettres qui ont été écrites aux détenus. Khaled Drarni ont fait partie des 10 qui ont été choisis pour cette année. Écrivez-lui. Moi, je pense à tous ceux que vous avez choisis pour cette année-ci, certains. Mais vous allez me pardonner mon penchant pour mon frère Khaled Drarni. J'aimerais qu'on lui mette une phrase, 2 phrases, ça prend 2-3 minutes, écrivez-lui 2-3 fois, juste pour lui dire, tiens bon, il a un très très bon moral, il est imperturbable, by the way. C'est un témoignage que j'ai écouté juste ce matin d'un de ses avocats. Il dit qu'il nous surprend à chaque fois qu'on y va, il a le même moral au beau fixe. Il dit, inquiétez-vous pas pour moi et tout, physiquement, anyway, mais c'est un gars droit. Comme ses principes, son moral est solide comme de l'acier. Donc, moi, c'est juste du respect que j'ai pour ce garçon-là. J'espère que, moi, un jour, lorsqu'il sera libre, qu'il vienne chez moi. Là, on va manger un couscous ensemble ici chez moi. J'espère l'avoir chez moi. Moi, je dis à sa mère, là, il fait partie désormais de ma famille. Merci. Oui, espérons qu'avec toute notre solidarité, on peut faire réaliser ce souhait. Merci. Et aussi, pour que vous sachiez, certains d'entre vous, ça se peut que vous préférez envoyer des cartes papier. Quand vous vous rendez sur la page qui comprend l'outil pour envoyer un message en ligne, vous avez aussi l'adresse à laquelle vous pouvez envoyer des cartes physiques si vous préférez ça. Donc, merci énormément, Mouloud. Merci à tous les participants et participantes de votre participation ce soir. Vous êtes invités à non seulement écrire, mais à vous joindre à nous pour demain pour notre prochain événement virtuel dans le cadre de cette campagne. Donc, merci beaucoup à tout le monde et bonne soirée. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci.